militaire, le népotisme dans la gestion des hydrocarbures avec des scandales répétitifs incluant la classe politique qui peuvent être considérés comme des prémices d'une malédiction. Et ici au Sénégal, depuis la découverte du pétrole, on constate que la presse relate pas mal de scandales autour de l'or noir. Entre autres, il y a eu l'opposition entre les multinationales appartenant à l'Australien Phare et l'Américain ConocoPhillips. Et d'autre part également, il y a l'affaire Petrotim Sénégal, d'où le frère du président de la République, M. Aliou Sall, est impliqué. Et au vu de ce constat, il est nécessaire que les jeunes puissent poser le débat et en même temps formuler des recommandations en vue d'une gestion transparente de nos ressources naturelles. Est-ce que la création du COS Pétrogaz, comité d'orientation pour le pétrole et le gaz, et la souscription à l'ITE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, pourra éviter au Sénégal de sombrer dans la malédiction, pour en faire une bénédiction, ou encore permettra-t-elle d'éviter les mêmes erreurs de gouvernance déjà connues en Afrique? Donc c'était une petite introduction afin de lancer le débat. Je vais vous lire le programme du forum. Donc on aura le discours de bienvenue et d'ouverture du forum par le président du WARC, M. Ousmane Sène, le discours du coordonnateur des jeunes malibaristes. Pour la deuxième partie, on aura les interventions axées sur les enjeux de la gouvernance au profit des populations par M. Amadou Elimane Kane. Deuxième intervention axée sur les questions géopolitiques par M. Amadou Ndour. Et il y aura également une troisième intervention axée sur face à la malédiction, l'engagement citoyen par M. Jean-Didier Vermelot. La quatrième intervention sera axée sur les questions liées aux différentes responsabilités des entreprises pétrolières par le professeur Abdoul Mbaye. Ensuite, il y aura des débats, questions-réponses pour chaque partie, avant la conclusion des intervenants. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole au directeur du WARC, M. Ousmane Sène. Merci. Ce ne sera pas un discours, ce sera, puisque vous êtes chez moi, je me dois de vous souhaiter la bienvenue. Je vous la souhaite. En vos noms et qualités, il y a des visages que je connais, mais bon, je ne peux pas passer sur des noms et omettre d'autres. Mais permettez-moi quand même de reconnaître ce jeune-là, qui est mon Matudo, mais avec qui on a commencé des choses qui sont très intéressantes et en qui j'ai confiance pour sa capacité à quand même mener un certain nombre d'activités. Voilà un type de jeunes qui nous font penser que l'espoir est permis dans ce pays-là, parce que moi j'ai toujours l'impression qu'on perd beaucoup trop de temps par rapport à un certain nombre de choses que l'on fait et qui ne nous amènent absolument rien. Donc, il faut que les gens aient la notion du temps pour pouvoir y aller rapidement, parce que vous n'en avez pas beaucoup. C'est vous l'avenir et vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'en avez pas beaucoup par rapport à nous. Je vous rappelle que nous, quand on était à l'université, on était là à dire, je ferai j'accepterai telle fonction, l'autre je n'accepterai pas. On en était à ça, dans les années 70. Je veux enseigner, mais je ne veux pas enseigner à l'école primaire, je ne veux pas enseigner au lycée, je veux enseigner à un niveau supérieur, je veux faire ça, je veux faire ça. On pouvait choisir. Vous, le drame, c'est que vous n'avez rien. Avant de choisir, beggars cannot be choosers. Avant de choisir, il faut qu'on vous offre. C'est comme si on ne vous offrait rien. Mais il ne faut pas aussi que ça amène vers le désespoir. Et vous avez un sujet qui est extrêmement important, ou un point qui est extrêmement important, la malédiction. Et cette malédiction commence, et j'ai l'impression que vous-même, vous êtes en train de prendre la part de cette malédiction, parce que j'ai entendu madame, elle prend comme lettre à la poste les assertions des journaux. Et les journaux ont écrit, ont parlé de scandales, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a eu des scandales?
Les journaux parlent et parlent d'implication de tel qui serait le frère de tel, mais quelles sont les preuves palpables et concrètes qu'on nous a données? Je n'ai pas dit que ça ne s'est pas passé, mais je refuse d'accepter un fait qu'on me rapporte sans preuve. Et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'assertions et jamais de preuves établies. Donc, d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas dire ceux-là ont raison, ceux-là n'ont pas raison. C'est ce genre de situation vicieuse qui amène les pays vers la guerre civile. Et la guerre civile, vous ne connaissez pas. En 2000, on m'a invité sur un plateau de télévision et j'étais avec un ministre de la République. Vous savez à quel point 2000 était dangereux, était une année extrêmement dangereuse pour notre pays. Mais ce que j'ai dit à ce ministre, c'est ceci. Je lui ai dit, épargnez-nous les coups de fusil et les coups de pistolet. Et je lui ai dit, j'ai plus de 50 ans, mais je ne sais pas ce que ça veut dire avoir une arme à la main. Je ne connais pas. 50 ans, vous n'avez que 20 ans. Toute ma vie, une arme à feu, j'ai vu de loin avec des militaires qui défilaient. Un coup de pistolet, un coup de fusil. Le seul coup que j'ai eu, c'était avec une arme qui était une alarme. Un pistolet alarme. Ça, j'ai entendu. Mais un vrai pistolet que l'on tire, à 1 mètre de mon oreille, jamais de la vie. C'est ça notre expérience dans ce pays. Vous avez vu les enfants au Libéria. Vous avez vu les enfants en Sierra Leone. Vous avez vu des pays où on dépasse des cadavres dans la rue. Les gens ne s'émeuvent plus. Vous ne connaissez pas. Vos grands-pères ne connaissent pas, vos papas ne connaissent pas. Donc il faut faire extrêmement attention là où on va et jusqu'à où on peut partir. Parce que sinon, votre propre avenir risquera d'être hypothéqué. Or, votre avenir, vous avez tout pour pouvoir vous reprendre l'espoir. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, on parlait du Sénégal par rapport à la production arachidienne, par rapport à la production de légumes, par rapport à l'agriculture, mais personne ne pensait à une industrialisation aussi importante avec le gaz et le pétrole. Et ça vous appartient. Tout ce qui vient et qui est mauvais, c'est les autres. Et vous, oui, vous pouvez tout faire. Même les politiques. Même les politiques, on critique tout. Mais vous leur donnez le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir. Vous voyez tous ces gens-là qui sont tout le temps à la télé en train de critiquer, je dis, mais ces gens-là, on leur a donné un ministère il n'y a pas plus de 6 mois, il n'y a pas plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Dara, tous. Donc, ayez un peu, si vous voulez, cette carapace. Ne vous laissez pas entrer dans des choses qui sont des choses incertaines. Vérifiez les choses avant de vous embarquer. Ceci étant dit, je voudrais vous remercier pour l'initiative, parce que ça veut dire que vous avez fait preuve de responsabilité. Il y a des choses qui se dessinent dans ce monde-là. Il faudrait que vous fassiez de la prospective, anticiper sur le futur, envisager le futur, faire des projections pour voir les différents cas de figure qui se présenteront et avoir des stratégies pour faire face. Je crois qu'en tant que malibaliste, c'est ce qui est votre devoir et vous êtes en train, je crois, d'accomplir votre devoir correctement. Et le Sénégal est, je crois, je peux le dire, très fier de vous. Le WACO aussi est très fier de vous accueillir et de vous faciliter les choses. Je remercie tout le monde et je m'excuse d'avoir été trop long. Voilà, merci. Merci, M. Sen, pour vos encouragements et conseils à notre égard. Donc la parole est à M. Cheikh Ibrahim, coordonnateur du mouvement des jeunes manibalistes. Peut-être, M. Sen, avant de partir, un mot à votre endroit et à cette institution qui nous reçoit aujourd'hui en son sein. Et donc, en réalité, je n'ai pas prévu de discours parce que je veux que le sujet c'est un sujet non seulement pertinent, mais que les gens puissent automatiquement rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je voudrais remercier au nom de tous les membres du mouvement des jeunes Madibalis, M. Ousmane Sen et tout le personnel du WARC qui nous ont reçus pour la 2e fois à l'espace de 6 mois. Je rappelle, il y a 6 mois de cela, lorsqu'il y avait la crise gambienne au summum de l'actualité internationale,
et l'élection de Donald Trump, nous étions également dans cette même salle pour échanger de l'actualité, pour comprendre en réalité ce qui se passe sous d'autres cieux. Et M. Sen n'a pas hésité à nous, non seulement nous donner la salle, mais également toute la logistique ici pour la bonne tenue de ce panel. Et c'est la même chose qu'il a fait aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on est au WARC, il nous répète la phrase que mon bureau restera toujours ouvert pour vous, les jeunes madibaristes. Merci, M. Sen. Et donc, Monsieur Eliman Khan, responsable de la bonne gouvernance Oxfam, Monsieur Amadou Ndour, spécialiste des relations internationales de la géopolitique à l'Institut des droits de l'homme, de la paix, chers invités, chers membres du mouvement des jeunes madibaristes, chers membres de la presse nationale et internationale, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle du WARC pour échanger d'un thème essentiel qui est la malédiction du pétrole. Ce sujet est un sujet frappant, bien sûr, parce que beaucoup pensent qu'avec le pétrole, c'est tout de suite des dollars, c'est des économies, c'est des emplois. Effectivement, c'est ça le pétrole. Mais l'histoire a montré que dans la majorité des pays africains qui ont eu à découvrir le pétrole, il y a toujours soit des crises politiques, des déplacés environnementaux, des guerres civiles. C'est ce qui nous a fait peur, nous, jeunes membres du mouvement des jeunes madibaristes, qui nous a fait poser ce débat en notre sein pour nous demander, mais si c'est ça en réalité la découverte, si c'est ce que la découverte du pétrole amène dans les pays africains, il va falloir que nous, qui sommes l'avenir d'aujourd'hui, parce que nous commençons aujourd'hui, mais également l'avenir de demain de ce pays, comment faire pour éviter que le Sénégal tombe dans le même cas que ces pays. On a demandé à poser le débat sans prendre parti. Je rappelle que c'est une organisation apolitique. Nous ne soutenons aucun candidat, aucun groupe, aucune formation politique. Nous sommes des jeunes citoyens. Nous sommes intéressés par ce qui se passe dans notre pays, au-delà de notre pays, pas dans ce continent, au-delà de ce continent, par le monde. Je rappelle que notre slogan, c'est « des jeunes engagés pour servir l'humanité ». Et donc, à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité d'une telle importance, nous pouvons nous réunir avec des experts en appui pour échanger et permettre à la jeunesse, à notre génération de comprendre. C'est tout ce qui nous amène aujourd'hui dans cette salle. Ensuite, à la fin de ce forum, nous allons non seulement pouvoir voir les choses d'une autre manière, mais également pouvoir faire des propositions concrètes et constructives. Je rappelle que lors de la préparation de ce forum, nous avons envoyé en tout cas des correspondances à toutes les autorités, en tout cas de ce pays, au Premier ministre qui est chargé aujourd'hui de la question du pétrole, au ministre, à la Petrosen qui est la société chargée de gérer le pétrole sénégalais, au SAR, Société africaine de raffinerie, au ministère de la jeunesse qui est notre ministère de tutelle. Et donc, pour vous dire que nous avons essayé tant bien qu'on n'avait pas le moyen de joindre toutes les autorités, à informer le maximum d'autorités pour qu'ils soient là parmi nous aujourd'hui et puissent entendre le cri de cœur de la jeunesse. C'est clair, le Sénégal ne va pas chavirer dans la malédiction du pétrole parce qu'il y a des jeunes comme nous qui peuvent aujourd'hui réfléchir et proposer des portes de sortie et des solutions pour que le pétrole ne puisse pas nous amener dans cette situation d'impasse. Et donc, comme je l'ai tantôt dit, je sais que les intervenants qui sont là aujourd'hui sont des personnes qualifiées en la matière, qui dotées d'une expertise avérée. Et je pense qu'avec eux, nous allons avoir un bon forum. Je vous remercie. Merci, M. Faye. Les populations de cette rencontre, particulièrement africaines. Je remercie tous ceux qui sont là. C'est également un honneur pour moi d'avoir été choisi pour participer à ce panel.
J'avoue que ça aurait été très bien que toutes ces personnalités que vous avez annoncées répondent à votre invitation, parce qu'il est important, quand on parle de cette question d'ordre stratégique, que la voix officielle soit aussi entendue. Heureusement, pour notre part, nous avons eu à beaucoup échanger et participer et même organiser des activités autour du secteur du pétrole et du gaz, dans lesquelles, effectivement, ces autorités étaient présentes. Vous l'avez dit, ce thème, il est assez évocateur, tel que vous l'avez intitulé. Le Sénégal peut-il échapper à la malédiction du pétrole? Il est à la fois un thème, j'allais dire, chargé dans une direction perspective assez pessimiste, parce qu'on passe déjà à la malédiction, mais je pense surtout avant-gardiste, parce que c'est parce qu'on va éviter cette malédiction-là que vous avez suscité cette réflexion. Ce qui est très, très, très appréciable, et se justifie clairement, et surtout que quand cette préoccupation vient de vous, les jeunes, quand on parle de jeunes, on parle en fait de l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent dont l'âge médian c'est 19 ans, un continent où plus de 75% de sa population sont des jeunes, et sur les perspectives qu'on a par rapport à ce continent-là, il sera davantage jeune et il est destiné à être même le futur atelier du monde. Si cette jeunesse-là, bien sûr, est bien gérée et pour pouvoir faire face aux enjeux. Mais l'autre aspect, pour que ce soit intéressant d'en parler avec un public jeune, c'est que les enjeux dont nous allons faire état vont surtout se structurer autour de l'avenir de cette France de la population. Parce que voyez-vous, si aujourd'hui au Sénégal on prend des engagements sur la gouvernance des hydrocarbures, ce seront des engagements qui vont nous lier tout au moins sur 2 générations, tout au moins sur 50 ans. Parce que quand vous voyez le cycle d'exploitation des ressources naturelles, c'est souvent 25 ans. Et donc, 25 ans, le temps d'exploiter une mine et de la finir. Et donc, vous l'avez vu également, les engagements que le Sénégal est en train de prendre sont des engagements qui vont jusqu'à entre 25 et 45 ans. Et ce qui veut dire que c'est vous qui allez surtout subir les conséquences des politiques qui sont mises en place à partir d'aujourd'hui pour la gouvernance des ressources minérales. Donc c'est vous qui devez être avant-gardiste et essayer de comprendre ce qui se passe réellement et de pouvoir développer votre propre attitude par rapport à cela pour que les politiques publiques soient des politiques publiques responsables et que ce soit des politiques publiques qui feront dans le cadre d'espèces, de sorte que la mobilisation des ressources dont nous disposons puisse quand même servir à cette population. Ce qui n'est pas le cas très souvent dans le secteur des hydrocarbures. Je voulais en parler avec vous à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il faut qu'on parle du contexte dans lequel tout ceci se fait, actuel, mais contexte historique aussi, mais également partager un certain nombre de considérations que nous pensons être des considérations préalables qu'un État doit prendre avant de statuer une politique d'exploitation des ressources. Et enfin, un troisième point, je voudrais également parler du cas particulier du Sénégal par rapport à ce qui se passe dans le monde et de la responsabilité des acteurs, aussi bien de l'État que des autres acteurs non étatiques, notamment des acteurs qui sont dans les associations comme la vôtre, qu'on considère comme étant souvent des acteurs de la société civile.
Si je viens au niveau du contexte, la première chose à intégrer, c'est que certainement M. Ndour est là, va en parler parce que je vois que c'est son domaine, la géostratégie et les relations internationales, c'est qu'il y a une histoire géostratégique, une histoire des relations internationales autour de cette question des hydrocarbures qui se révèlent être des ressources à haute caractéristiques stratégiques qui ont façonné des vies et des destinées de pays et d'États. Et malheureusement, dans ces rapports géostratégiques, ce à quoi on a assisté, c'est des puissances, qu'elles soient d'abord nationales, mais aussi maintenant surtout transnationales, par des grandes entreprises multinationales et de tout ce système autour qui organise l'économie libérale de marché, qui écrase les pays qui sont dits les pays riches en hydrocarbures. Si vous voyez l'histoire du monde, c'est souvent comme ça. Même les rares pays qui s'en sortent réellement aujourd'hui, dont certains commencent à avoir, on se voit tout le temps dans les cycles de l'histoire, ils ont toujours tout le temps des problèmes, parce qu'on peut citer pour le cas de l'Afrique, la Libye, vous voyez ce qui s'est passé, même aujourd'hui quand on parle du Qatar, qui est un pays qui, après avoir beaucoup souffert, comme les autres pays arabes, de ces rapports asymétriques, finalement, ont trouvé l'équilibre. Et aujourd'hui, vous voyez qu'au Qatar, il y a des problèmes qui sont venus du fait, après juste la visite du président des États-Unis, et ensuite l'Arabie Saoudite et tous les alliés dans ce cas-là sont contre ce pays-là. Mais jusqu'à présent, peut-être d'autres experts qui suivent peuvent nous dire, on ne sait pas encore exactement pourquoi. Alors donc, ces pays-là ont toujours été sous tension parce que c'est lié au caractère stratégique des hydrocarbures. Vous savez mieux que nous ce qui se passe, ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui s'est passé au Congo depuis très longtemps. Et là, c'est surtout la France qui a été aux sales affaires. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. C'est-à-dire un pays qui devient riche en hydrocarbures devient cible de tout ceci, de toutes ces transactions, de toutes ces attractions, de toutes ces convoitises, avec l'ensemble des mécanismes que des États, des entreprises, des personnes puissantes, tout simplement, peuvent mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire l'accès et la maîtrise de ces ressources. Mais en même temps, sur le plan des références économiques, en tout cas du débat entre les économistes, il n'est pas établi une causalité entre le fait pour un pays de disposer de richesses en ressources naturelles et de pouvoir en même temps transformer sa structure économique. D'ailleurs, les tendances de ces auteurs qui sont dans la perspective du libéralisme, dans les Goldman Sachs et autres, etc., c'est que souvent le fait d'avoir des ressources naturelles n'est pas corollaire au développement économique de ces pays. Heureusement, c'est un débat parce qu'il y a eu d'autres études qui ont lui montré que ce n'est pas vrai, c'est faux, parce que si on a des institutions fortes pour gérer ces ressources-là, ces ressources pour profiter aux populations, et il y a des cas qui sont cités, j'ai parlé de Qatar tout à l'heure, et d'autres cas, Norvège, etc., qui sont des pays qui sont au top au niveau du développement des principes et instruments de gouvernance. Alors maintenant, ce contexte actuel, ceci c'est assez historique, pour ce qu'il faut connaître du secteur, mais qui vont se croiser à un contexte actuel qui va déterminer comment ces ressources sont aujourd'hui exploitées à travers le monde. C'est d'abord les objectifs du développement durable, les 17 objectifs, dont le premier c'est qu'il faut accélérer la croissance. Il faut une croissance de 7% au moins à travers le monde. Bon, tout le monde sait que
croissance 7%, ceux qui en ont besoin, ce ne sont pas peut-être les pays, les 7% comme les pays africains. Sénégal, déjà, on est à 6 ou 6. Mais dans les pays riches en hydrocarbures, ici, ou bien en mine, tout simplement, on est arrivé jusqu'à des croissances de chiffres, comme c'était le cas au Nigeria, à Sierra Leone, où on est allé jusqu'à 24% de croissance. Mais c'était lié tout simplement aux hydrocarbures. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est à peu près entre 9 et 10%. Donc, pour dire que ceux qui ont des problèmes de croissance à 7%, ce ne sont pas ces pays africains-là, quelle que soit la structure de leur économie, mais c'est ailleurs qu'il y a des problèmes. On a des croissances zéro, moins même, en Europe, etc. Donc, on veut accélérer la croissance dans le monde. Donc, cette croissance accélérée va profiter à qui? C'est la grande question qu'il faut se poser. Alors, maintenant, à côté de cela, il y a quand même le paradigme qui organise le financement du développement international, qui a été revu en 2015, adopté en tant que les OND plus tard en 2016. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut aujourd'hui mobiliser les ressources domestiques. C'est-à-dire que les ressources qui sont dans les pays, il faut les mobiliser. Alors les ressources, c'est le pétrole et le gaz dont on parle, c'est les mines, etc. Il y en a plein chez nous. Il faut les mobiliser. Il faut les mobiliser, mais dans la mobilisation, ça permettra de réduire l'aide publique au développement. Bon, ça, je pense que beaucoup d'Africains fiers n'ont jamais voulu aider l'aide publique au développement. Et d'ailleurs, des recherches qui ont été faites par les Africains et d'autres d'ailleurs ont montré que finalement, nous n'avons même pas besoin de cette aide publique au développement parce que nous perdons plus en matière de ressources qui nous sont utilisées, qui nous sont volées, j'utilise le mot creux, qui dépassent largement toute l'aide publique au développement que nous recevons. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure parce que c'est lié aussi à la gestion des revenus du pétrole et du gaz. Et donc, ce paradigme dit qu'il faut mobiliser les ressources là où elles sont. Ce paradigme dit aussi qu'il faut privilégier le partenariat public-privé pour exploiter ces ressources. Donc ce ne sont pas aux États qu'on demande de les exploiter et de les maîtriser pour que ces ressources bénéficient à la population. On leur dit non, travailler avec le secteur privé. Mais tout le monde sait que dans ce cas d'espèce, comme dans le contexte du pays, travailler avec le secteur privé, c'est travailler avec le secteur privé international. Mais l'aspect qui est plus déterminant dans ce cas-là et qui demande à ce qu'on soit un peu conscient avant de développer des politiques ou de prendre des engagements dans ce secteur-là, c'est qu'il y a un pan des finances internationales, des transactions internationales sur lesquelles les pays riches ne peuvent pas bouger, ne veulent pas bouger. C'est la question de la fiscalité. Parce que au sommet sur le financement du développement, le groupe de 70, c'est ça, les groupes des pays les moins avancés, ont voulu qu'on ait un instrument au niveau onusien, donc où véritablement tous les États ont tous la même voie pour quand même réguler la fiscalité internationale. Parce qu'on se rend compte que c'est à ce niveau-là que nous sommes obligés. C'est à ce niveau qu'il y a les flux financiers illicites dont on parle. Et je vous renvoie au rapport du Thabo Mbeki qui disait que chaque année, 60 milliards de dollars quittent l'Afrique. Ces flux financiers illicites-là, et ça, c'est 63% de ces flux concernent les transactions commerciales. Donc, les transactions des multinationales sur des ressources qui sont exploitées en Afrique et qui se débrouillent pour éviter de payer les taxes. Alors, donc, ça, c'est une saignée incommensurable. Et donc, voilà, maintenant, si on dit maintenant qu'il faut travailler avec le secteur privé national, il faut accélérer la croissance, il faut mobiliser les ressources, mais personne ne touchera à la fiscalité, vous voyez ce que ça veut dire. On va venir encore prendre et vous ne verrez absolument rien. Alors, donc, ce paradigme-là, maintenant, c'est ce qui explique tout ce qui est constaté en termes d'inégalité dans ce monde, où, effectivement, la recherche mondiale est concentrée dans une poignée de main
et que les milliards de personnes sont laissées pour compte. Et donc, je vais passer rapidement, et pour savoir, bon, on en a parlé depuis longtemps, le rapport sur les inégalités d'Oxfam. Aujourd'hui, c'est seulement 8 personnes dans ce monde qui ont entre leurs mains autant que détiennent 3,5 milliards de personnes, ça veut dire la moitié de la population. Et ces personnes-là, ce sont ces personnes qui sont en tête de ces grandes entreprises multinationales et qui utilisent les systèmes de paradis fiscaux, qui évitent de payer des taxes, qui deviennent chaque jour de plus en plus riches, alors que les autres qui vivent là où il y a des ressources qui s'exploitent sont encore dans la pauvreté, et c'est ce qui explique l'amplitude assez grandissante des inégalités dans ce monde. Et dans ce contexte, le Sénégal a une approche aussi économique qui est claire. Comme vous le savez tous, nous avons un seul instrument donc stratégique économique dans ce pays-là, c'est le plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent, si vous le voyez bien, est dans cette perspective d'économie libérale, dont l'objectif est donc d'intégrer le marché mondial. Et donc, c'est des grands projets qui sont mis, et également, c'est attirer les investissements directs étrangers, attirer les investisseurs étrangers et travailler, comme vous le constatez jusqu'à présent, avec les multinationales, les entreprises étrangères. Donc, ils sont en train d'appliquer ce paradigme international dans le cadre du PSE. Et nous savons que le PSE aussi, dans l'axe 1, vise la transformation structurelle de notre économie, avec l'exploitation des ressources. Mais le PSE n'était pas arrivé jusqu'au pétrole et gaz, parce qu'à un moment où il faisait ce programme, ou ce plan, ou cette stratégie, il n'y avait pas encore ces enjeux sur le pétrole et le gaz. Et donc, j'ai entendu d'ailleurs le président adjoint du COS-Pétrogaz, la dernière fois dans un colloque, dire qu'ils vont faire, c'est le terme qu'ils utilisent, un PSE pétrole-gaz. Donc voilà, il y a une stratégie pétrole-gaz parce que ce n'était pas intégré. Donc ça déjà, ça peut quand même bouleverser de façon consistante tout ce qui était prévu. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un secteur où les choses se font à petite échelle. Le pétrole et le gaz a cette caractéristique d'être un secteur à haut potentiel de mobilisation de revenus, aussi bien dans les investissements que dans les bénéfices qui vont être créés dans l'exploitation de ce secteur. Donc voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que nous considérons que c'est vrai que le vrai débat n'est pas vraiment ce débat médiatico-politique qui est axé sur les individus. Non. Il faut être sur la stratégie, il faut être sur la vision. Parce que ce n'est pas de petites choses là. Une personne peut faire des dégâts, mais il faut qu'on renforce la justice pour que ceux qui utilisent les deniers publics soient sanctionnés. Mais je vous dis, les gens, je dis, débat sur le pétrole et le gaz, ce ne sont pas entre M. X et Y. Ce sont des enjeux par rapport à des générations qui vont être impactées par les politiques que nous mettons en place pour les exploiter. Donc il faut beaucoup plus de sérénité, il faut aller voir beaucoup plus d'informations et de savoir pour travailler sur les questions stratégiques. Dans tout le monde, il y a des bandits. Dans partout où vous allez, même les pays les plus, il y a des bandits. Et les bandits, il faut s'organiser pour qu'il y ait des instruments pour quand même endiguer ce qu'ils font. Mais au-delà de ce qu'ils font, parce qu'il y en aura toujours des bandits, essayons de voir comment ça peut profiter au maximum des populations, surtout nous qui en avons besoin. Parce que nous sommes dans un pays où on a encore un taux de pauvreté de 47% et un taux de pauvreté multidimensionnel qui va jusqu'à 70%. C'est énorme. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement tous dans la précarité. Il suffit qu'il se passe une chose pour qu'on se retrouve dans une situation d'extrême pauvreté. Alors, donc, les gens sont à ce niveau et il faut s'orienter sur cela. Maintenant, ces considérations que nous pensons être importantes avant d'aller vers une politique, parce que c'est vers ça que nous sommes obligés d'aller, parce qu'à Ferry, le frère bête, il faut le dire, parce que personne ne savait qu'on va se retrouver comme ça, comme étant un pays riche en hydrocarbures, un pays avec un potentiel énorme. Même si on dit encore qu'il faut relativiser, mais chaque nouvelle opération nous montre que nous confirmons les découvertes. Et d'habitude, généralement, tout le monde le sait,
dans un bassin, s'il y a un certain nombre de puits qui sont fructueux, ça veut dire qu'il y a énormément de potentiel et qu'on est parti pour être un pays où il y a des réserves en pétrole et de gaz qui sont importantes. Donc la première des considérations préalables, c'est lié, on parle de comment ça peut bénéficier aux populations. Et fort heureusement, quelle coïncidence, après le dernier référendum, on a dit dans ce pays-là que les ressources naturelles appartiennent au peuple. L'article 25 de la Constitution actuelle que nous avons parle de cela, et que ce sont les peuples qui doivent veiller à leur exploitation, etc. Alors, voilà une grande question que nous devons élucider et un principe juridique qu'on doit rendre opérationnel, opératoire. Qu'est-ce que cela veut dire, les ressources appartiennent au peuple? Cela ne veut pas dire pour moi, qui ne suis pas juriste, mais pour qui d'ailleurs je dis que bon, ça ne fait que confirmer une appartenance de fait. Parce que sociologiquement parlant, effectivement, les ressources appartiennent au peuple dans les sociétés dans lesquelles ces gens vivent, parce que c'est là pour que ces sociétés puissent les utiliser pour vivre. Mais heureusement que juridiquement ça a été réglé. Et donc ça veut dire quoi? Il y a un travail à faire à ce niveau. Pour moi, pour qu'on puisse dire que les ressources appartiennent au peuple, il faut que d'abord ce soit juridiquement statué, ce qui n'est pas encore le cas, parce que c'est un principe constitutionnel, et ce n'est pas encore dans les droits surtout sectoriels. Ce n'est pas dans le code minier, ce n'est pas dans le code pétrolier, où on dit encore que les ressources appartiennent à l'État. Donc il y a un travail de mise à jour à faire à ce niveau-là. Mais l'autre aussi, c'est quand on le dit, mais c'est qui le peuple? Le peuple avec ses mécanismes de représentation. Le peuple, finalement, pour moi, ne peut pas être seulement le président de la République, futur élu au suffrage universel direct. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore seulement lui qui a le pouvoir d'octroyer des permis d'exploitation dans le secteur. Avec bien sûr son gouvernement, le ministre de l'Énergie qui prépare, et souvent c'est toute la structure Petrosen qui est dédiée à tout le travail de négociation, etc., avant de donner au président l'opportunité de signer un décret qui octroie définitivement le droit d'exploiter à une entité tierce. Donc voilà, est-ce qu'on doit permettre à ce que d'autres représentants du peuple, à savoir les députés, puissent avoir droit à la parole pour décider à qui on doit donner l'excellence. Donc ça permettra au moins d'ouvrir le champ de transparence, que les choses ne se fassent plus seulement dans un bureau présidentiel au détriment de tout un peuple. Est-ce qu'on doit permettre à ce que les élus locaux, au moins aussi, qui représentent légitimement aussi les peuples, puissent être dans les instances où on prend ces décisions-là? Pas seulement consulter, mais être dans les instances de prise de décision. Voilà donc des débats sur lesquels certainement les juristes nous aideront pour qu'on puisse être assez conséquents par rapport à notre constitution. L'autre aspect, c'est que on ne peut pas dire que les ressources appartiennent au peuple si ce peuple-là ne participe pas aux instances de prise de décision. Ça aussi, ce n'est pas encore le cas au Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le ministère de l'Énergie et le président. Tout se passe là-bas. Et donc, il faut des mécanismes qui puissent permettre à ce que ce peuple, par des représentations qui ne sont pas toujours légales, mais très légitimes, à savoir les associations, parce que je considère que tous ceux qui sont là et qui s'intéressent à cela sont une partie du peuple, représentent le peuple, et sont les voix qui relaient les voix de ce peuple-là qui ne peuvent pas s'exprimer en même temps. Donc il faut quand même s'ouvrir à d'autres acteurs, notamment les associations qui relaient les préoccupations des peuples. Et le troisième aspect, c'est qu'on ne peut pas dire que ces ressources appartiennent au peuple si les revenus qui sont tirés de l'exploitation de ces ressources ne retournent pas au peuple. Ça, c'est une autre considération, et on va y revenir peut-être de façon un peu plus précise. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire que la ministre ne sait pas, mais je vais quand même passer sur pas mal de choses. Mais bon, il faut quand même aller au-delà, s'informer, etc., connaître, parce que j'ai constaté que les gens ont peur de ce secteur-là. Parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est normal. Il n'y a rien de grave, comme ce n'est pas sorcier comme disent l'autre. Il faut seulement ne pas être paresseux, aller nous informer. Il y a des documents partout, des rapports de synthèse partout qui sont faits par plusieurs institutions. Il faut y aller. Comme ça, vous tenez le débat
Sinon, c'est très facile de laisser les gens dire que oui, les gens qui en parlent dans ce pays, qui en sait quelque chose ici dans ce pays. Quand on parlait de pétrole et de gaz, c'est pourquoi? C'est pour aller à la station prendre de l'essence et bien acheter une bonbonne de gaz dans ce pays. C'était à ce niveau de préoccupation qu'on était. Maintenant, on est à un autre niveau de préoccupation. C'est qu'on va produire ça et on doit vendre ça. Donc, il faut changer de mentalité par rapport à ces ressources-là. Ce n'est plus seulement la consommation finale que nous en faisons pour régler nos besoins quotidiens et domestiques. Non, maintenant, il s'agit des enjeux stratégiques sur qu'est-ce que nous allons faire de notre pays à partir de ces ressources. Donc, il faut s'approprier cela, il faut savoir pour contribuer. Et donc, ces ressources, généralement, comme on le dit, ne reviennent pas au peuple dans les pays où ces ressources sont exploitées. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas encore dire qu'elles appartiennent au peuple. Voilà, pour le cas du Sénégal, déjà, voilà au moins 3 actes de réflexion sur la base, tout simplement, d'un prétexte juridique que nous avons et notre constitution pour que les débats puissent avancer sur ce plan-là. Un autre aspect, c'est que la mise à jour, il faut une autre considération que j'ai, c'est que si nous devons aller dans l'exploitation du pétrole et du gaz, il faut impérativement et de manière urgente revoir notre cadre juridique et institutionnel. Les gens disent que oui, on a un bon code, c'est très bien. C'est vrai qu'il était en avance sur le code minier, avant, parce qu'il avait intégré un certain nombre d'aspects que le code minier n'intégrait pas, mais le code minier a été revu, comme vous l'avez suivi. Mais le code pétrolier aujourd'hui a l'air d'être revu aussi. Le gouvernement semble-t-il a commencé à le faire, il le dit officiellement. Mais nous avons demandé et suggéré à ce que cette révision soit ouverte à l'ensemble des acteurs, que les autres organisations puissent y contribuer. Mais ce qui se passe, c'est que ce code-là, il doit être transformé, ou moi je dis même révolutionnaire, parce que je vais en parler tout à l'heure, c'est le paradigme de base qu'il faut revoir. Ce code a été fait dans un contexte d'incitation. Ce code date de 1998. Il a été fait parce qu'on voulait inciter les gens à venir s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal dans le secteur. Donc il faut beaucoup de dispositions qui alléchantes pour que les gens puissent dire oui, je vais venir quand même voir parce que je minimise les risques. Donc c'est des incitations fiscales. Une entreprise qui vient ici dans ce secteur-là peut venir partir sans payer 1 franc à l'État du Sénégal. Sans payer 1 franc à l'État du Sénégal. Parce que c'est ça le code qui permet de l'incitation fiscale. Même les machines et tout que l'entreprise amène ici pour travailler, 0 franc à la douane. Absolument rien. Alors donc, que ces entreprises peuvent être là, faire beaucoup d'autres choses, être en train de gagner même, parce qu'on a vu qu'au Sénégal, on n'a pas encore produit 1 litre de pétrole, mais il y a déjà des entreprises qui gagnent des milliards. Il y a déjà des entreprises qui gagnent des milliards. Sur la base des transactions, des cessions, etc. Donc voilà où l'État perd franchement beaucoup de choses. Donc ces codes-là, il faut revoir ces conditions-là. Il faut aller au-delà, revoir les conditions, comme tout à l'heure on l'a dit, du processus de prise de décision pour l'octroi des contrats, etc. Il faut également revoir les conditions pour optimiser au moins ce que l'État peut gagner dans l'exploitation des ressources, tant qu'on n'a pas encore inventé des moyens de financer l'exploitation de ces ressources-là qui soient beaucoup plus profitables à nos populations. Et donc, institutionnel aussi, parce que là, si vous voyez le secteur, en réalité, tout est fait par une seule structure qui s'appelle Petrosen. Tout. Petrosen est le titan du secteur, qui fait tout, qui fait les études sismiques, qui fait la promotion du bassin, qui reprend l'État quand il y a des conventions de partage de production pour exploiter le pétrole, qui même est régie financière parce que reçoit des paiements que ces entreprises-là donnent, jusque-là, surtout sur les questions négociées dans les contrats, et qui fait la régulation et qui fait tout. C'est pas possible.
pas possible. Donc il faut quand même éclater tout ceci pour un équilibre dans la régulation du secteur. Il faut aussi éclater pour que, au niveau des différents niveaux de la chaîne de valeur, qu'il y ait des institutions dédiées avec des compétences pointues. Parce que le problème justement au niveau de négociation des contrats, pourquoi c'est asymétrique entre nos États et les autres, c'est que les autres, quand ils viennent avec des bataillons d'experts. Sur chaque petit point de contrat, il y a quelqu'un qui est expert dans ça. Donc, qui ne travaille que sur ça. Et maintenant, toi, tu viens, c'est souvent un ministre et un collaborateur, ou bien le directeur personnel des collaborateurs, qui sont en face d'un bataillon d'experts pour signer un contrat. Comment voulez-vous que ce contrat soit profitable à nous? Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même éclater tout ceci, mais bien sûr, mettre des compétences un peu partout, des compétences préparées, des considérations quand même patriotiques qui savent dire non aussi, que ça ne les arrange pas, etc., qui sont protégés à la corruption, à d'autres facteurs qui peuvent s'appeler le système d'intégrité, de gouvernance de ce secteur-là, etc. Voilà le travail que nous devons faire. Donc ça, c'est un autre préalable sur lequel, malheureusement, je constate qu'au niveau du Sénégal, on est vraiment loin de ça. Le troisième préalable, lui, est lié au dispositif de réponse à justement cette asymétrie dont je parlais, des rapports de partenariat. Et ce qui est plus dramatique, c'est que, c'est dit dans un autre article, si on ne met pas en place un dispositif pour maîtriser et contrôler les flux financiers illicites dans ce secteur, c'est même pas la peine de commencer. C'est même pas la peine. Si on donne encore, alors que le code pétrolier permet, l'article 53, c'est qu'une entreprise qui vient au-delà de ce principe de domiciliation, c'est-à-dire que si vous venez pour exploiter, vous êtes obligé de créer une structure filiale de votre, si vous êtes une telle compagnie, si vous êtes au Sénégal. Mais le code vous permet en même temps d'ouvrir un compte à l'étranger et le code vous permet de faire des transactions commerciales à l'étranger. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ce système. Ça, c'est le code déjà qui le fait. Mais les autres possibilités que permettent le droit international qui favorise le flux financier illicite sur les questions de fiscalité dont je parlais, c'est que les entreprises utilisent ce qu'on appelle des stratégies d'optimisation fiscale. Et ces stratégies d'optimisation fiscale, ils utilisent souvent ce qu'on appelle les sociétés écrans, qu'ils créent quelque part, souvent qu'on appelle les bateaux lettres. Si vous avez suivi les Panama Papers, les Wikileaks, etc., il y a pas mal de choses pour expliquer comment ça fonctionne. Et c'est les paradis fiscaux qui sont utilisés. On s'est rendu compte que dans ces paradis fiscaux, plus de 7600 milliards de dollars sont inscrits dans ces paradis fiscaux. Il est impossible de savoir à qui appartient cela. Parce que c'est un système achalandé de pas mal de choses, etc. Donc si vous voulez même contrôler, vous allez faire le tour du monde, revenir chez vous, et de fou, où est-ce qui se cache ce gars-là? Donc c'est la question de la propriété privée qui est quelque part posée aussi en matière de principe de transparence par les tirs. Alors, donc ces questions-là, si elles ne sont pas réglées, l'entreprise va venir créer, je suis entreprise Medor, machin, je crée Medor Sénégal, je vais ensuite créer Bouba X, que je vais mettre en île Maurice ou à Panama, et Bouba X travaille avec Medor filiale, font des transactions. Medor Sénégal va vendre des droits à Bouba X, etc. Donc qui échappent finalement au droit fiscal sénégalais et ils le vendent à bas prix ou bien tout simplement à bas prix pour qu'au niveau d'une autre transaction ça puisse être gonflé. Et ensuite, si les transactions se font entre Bouba et Medor filiale là-bas, on fait des surfacturations. Et tout ceci revient dans le bilan financier de l'entreprise. Et ce qui fait que finalement, cette entreprise qui est Medor Sénégal va présenter un bilan où on dit qu'il n'y a pas de bénéfice. Parce qu'il y a toutes ces transactions, ces mécanismes qui sont utilisés. C'est des abus, bien sûr, que font les entreprises. Mais c'est des abus sur lesquels c'est difficile de les tenir parce que, malheureusement, la réglementation internationale le permet. Donc voilà, ça c'est pour moi la grande fenêtre qui est ouverte, quelle que soit la rigueur du système de gouvernance du secteur,
Si vous fermez, blindez toutes les portes et que vous ouvrez une fenêtre large, ça ne sert à rien et les gens passeront par cette fenêtre. Voilà donc ce qui se passe. Et malheureusement, le Sénégal continue à prêter le franc parce que, en facilitant cela, parce que si le Sénégal, sur le plan fiscal, signe des conventions fiscales avec des pays comme l'île Maurice, par exemple, alors on se rend compte que beaucoup de fournisseurs de ces entreprises, surtout dans le secteur minier ici, sont domiciliés soit à l'île Maurice, ou bien en tout cas sont dans les paradis fiscaux. Et même une étude que Oxfam a faite sur cela, parce qu'il y a aussi la Banque mondiale qui dit oui, on vient, on vous appuie. Même moi personnellement, j'ai récemment participé à une formation que la Banque mondiale donnait à nos administrations fiscales, à laquelle nous étions invités parce qu'ils savent travailler comme ça, on va le faire dans le secteur. Mais je lui dis, en même temps, vous, Banque mondiale, vous dites que l'État Sénégal a aussi un financement de la banque sur le secteur pour la stratégie portfolio. J'ai dit, ok, vous dites que vous appuyez les pays, vous les renforcez, etc. Vous savez que des problèmes existent dans les risques sur la fiscalité qu'il faut maîtriser. Mais en même temps, votre filiale qui travaille pour le secteur privé AFC, sur les financements qu'il donne, nous avons vu que 80% de ces financements vont à des entreprises privées qui utilisent les paradis fiscaux. Et donc on s'est rendu compte que les activités déclarées n'ont rien à voir avec l'identité de l'entreprise. Voyez-vous, donc ça pose problème. Et donc c'est une chimère de penser que dans ce système-là, on va exploiter nos ressources et que ça bénéficie à nos populations. Et ça, malheureusement, l'État du Sénégal n'est pas encore dans une perspective de changement de paradigme. Et ça, c'est là que j'interviens. Le troisième point pour essayer de finir, c'est qu'il faut oser changer ce paradigme. Il faut oser bousculer cette vision unique qui nous est imposée, surtout que nous sommes conscients que nos arguments de négociation ont changé et nous commençons à comprendre, parce qu'on nous disait que ce n'était pas vrai, mais on le croyait, que nous étions pauvres, nous ballonnions, etc. Je vous dis au Sénégal, même avant le pétrole et le gaz, nous avons des potentiels économiques qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Le problème, c'est qu'on n'a pas osé avoir notre propre stratégie et vision pour réguler, transformer notre économie. Mais revenir à cela, c'est qu'il faut quand même déconstruire tout cela, toute cette conception dominante, et il faut rétablir la réalité. Et la réalité, c'est faire face à un certain nombre de clichés, des informations qu'on nous fait croire et qui sont basées sur absolument rien. C'est par exemple quand vous vous dites que, oui, nous sur les données, ce qui donne les données? Au Sénégal, qui vous donne les données? Même les données sismiques, qui vous donne ça? C'est encore des entreprises étrangères qui vous disent voilà ce que vous avez comme pétrole, voilà ce que vous avez comme etc. Nous ne donnons aucun moyen de monde, même si quand même Petrosen a fait quand même pas mal de travail intéressant dans ce secteur-là, mais pas suffisamment pour que nous maîtrisions nous-mêmes. Mais l'information concernant nos ressources, mais non, c'est les autres qui nous disent ce que nous avons. Alors donc, ils nous disent n'importe quoi. Et quand on dit à l'Afrique, oui, on minimise toujours la participation de l'Afrique dans la production, ce qui n'est pas vrai. Parce que beaucoup de cette production-là n'est enregistrée nulle part. Il n'y a aucune traçabilité. Je vous donne comme exemple les pays limitrophes, la Mauritanie, le Ghana, le Tchad. Les données qui étaient avancées au moment des découvertes sont largement supérieures aux données réelles qui sont aujourd'hui présentées sur la production. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas comme État les moyens de maîtriser ces informations, si vous n'avez pas comme État les moyens d'aller sur une plateforme à 150 km d'ici pour vérifier comment l'exploitation s'est faite, et comment pouvez-vous dire que voilà la quantité que vous avez produite? Il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, ça, c'est des clichés qu'il faut arrêter. C'est-à-dire les données qu'on donne ne sont pas toujours des bonnes données. Mais également, sur l'évaluation des risques. Parce que ce qui est déterminant dans un contrat pétrolier, ça c'est toujours malheureusement le discours, c'est l'entreprise privée qui mène le bal, comme on dit. C'est la cadence. Parce qu'on vous dit, écoutez, c'est un domaine à haut risque.
Nous venons, c'est vrai qu'on peut dépenser $1 million par jour pour faire un forage. Alors donc ces risques-là, quand même, il faut les prendre en compte. Donc quand on met un contrat, il faut nous donner beaucoup d'autres avantages, etc. Parce que nous prenons des risques que vous ne prenez pas. Mais malheureusement, dans l'évaluation des risques, on ne prend jamais en compte les risques qui sont liés aux externalités de l'exploitation des ressources. Que ce soit les externalités économiques sur les moyens d'existence des populations qui vont les perdre, les pêcheurs vont avoir des problèmes pour pêcher, il y a des risques de pollution, donc environnementale, etc. Mais tout ceci, c'est également des risques que les États doivent intégrer quand ils vont négocier des contrats pour équilibrer les risques qui sont présentés par ceux qui ont les capitaux. Mais non, rien de ceci n'est pris en compte. Dans l'évaluation des risques, à ce niveau-là, c'est seulement le risque financier qui est pris en compte et on dit que oui, nous on n'a rien, c'est les autres qui amènent l'argent, de toute façon s'ils ne l'amènent pas, on ne va pas le faire. Ce qu'il faut d'ailleurs, si on réfléchit et si on travaille sérieusement, c'est parce qu'on peut trouver des moyens de financer et d'autres l'ont essayé. Il faut voir en Amérique du Sud où on peut avoir d'excellents résultats. Bien sûr, on ne vous laisse jamais faire parce que vous êtes combattus, etc. Parce qu'on ne veut pas que ces choses changent. Mais c'est ça le rapport de force. C'est à ce niveau que les peuples doivent se battre. Alors donc les moyens également financiers, techniques, on vous fait croire que vous n'avez pas ça. Oui, si les gens ne viennent pas, on ne va pas exploiter. Moi j'ai une réponse à ça, c'est un vieux Ghanéen qui nous a donné. Je vais organiser une mission à Ghana avec les parlementaires sénégalais. Quand on est allé visiter les communautés où on exploite le pétrole, tu vois, les populations sont encore quand même pauvres. Et pire, dans une zone au Ghana où les gens étaient bien parce qu'ils exploitaient le cacao, etc. Et là, ils n'exploitent plus rien parce qu'on n'a plus de terre, bien on a pollué de terre. Alors le vieux, il me dit, ils ont quand même toujours la verdure, hein, même dans cette semblant de pauvreté, quand même ils vivent bien. Ils disent, vous savez, la question est simple. Et le Ghana, ce n'est pas comparable au Sénégal. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans la gouvernance du secteur. Énormément. Je peux parler du PIAC, Public Interest Accountability Council. Et le PIAC, c'est quoi? C'est essentiellement les actes de la société civile. Public Interest, c'est d'abord ça. Et l'intérêt public. Il y a ça. Et le PIAC a une position essentielle dans le processus de gestion des ressources. Malgré ça, le vieux me dit, mais si les gens n'acceptent pas nos propres conditions, on n'a qu'à arrêter et de ne pas exploiter nos ressources. Parce que nous dit, mon fils me dit, oui, ces gens-là, ils auront toujours besoin de ces ressources-là pour exister. Parce qu'ils sont aujourd'hui dépendants de cela. Je dis oui. Ils disent, quand ils feront le tour du monde et qu'ils finiront les ressources, ils reviendront, n'est-ce pas, vers nous. Je dis oui, effectivement. Et dans ce cas-là, nous, on aura l'opportunité de dire comment nous allons le faire et de fixer le but. Mais est-ce que nos hommes politiques ont cette patience? Ou vous allez dire, ont cette générosité de dire qu'ils ne sont pas encore prêts, mais nous allons attendre à ce que d'autres générations plus préparées que nous décident d'exploiter ces ressources-là. Alors, donc ça, c'est un autre cliché que nous avons. La complexité du secteur, on vous le dit. C'est un secteur complexe, c'est pas comme les autres, donc n'en parlez pas. Non, c'est du faux. La complexité, c'est la vie elle-même qui l'est. Et finalement, c'est la simplicité qui permet de comprendre la complexité. Alors donc, la complexité n'est pas quelque chose qui doit exclure des êtres qui sont censés pouvoir réfléchir et comprendre. Donc, ce n'est pas une excuse pour écarter. Il faut en faire une affaire démocratique, une affaire du peuple, ça concerne tout le monde a le droit de s'intéresser, mais effectivement de savoir comment en parler sur la base tout simplement de vérités scientifiques. Alors, il faut... Maintenant, nous pensons que dans cette entreprise de changement de paradigme, le Sénégal peut être un atout. Ça, c'est au niveau de l'analyse. Parce que j'ai entendu le brillant professeur Ismaël Mador, qui est aussi le président de l'ITIE et qui est aussi non moins très proche conseiller du président de la République sur les questions juridiques, a fait récemment une réflexion intéressante sur ça, démocratie, etc. Parce que la tendance est que c'est un secteur, parce que c'est stratégique, qu'il ne faut pas gérer avec beaucoup de démocratie. C'est ce que les gens disent. Les gens, c'est rien qu'ils disent. Alors, donc, c'est rien entre guillemets, bien sûr.
Alors, donc, ils disent, c'est vrai, regardez, tous les pays où il y a une recherche en hydrocarbures, c'est souvent des dictatures. Bon, ce qui est apparemment vrai, hein. Ce n'est pas des grandes démocraties où, à part, bien sûr, en Afrique, bon, le Nigeria avant, mais maintenant ça a changé un peu. Bon, le Ghana, okay. Mais sinon, tous les autres, Angola, Machin, en Afrique, tu vois, c'est un peu bizarre. Même dans les pays arabes aussi, etc. Donc souvent c'est ça. Mais quand même, il y a les pays scandinaves, Norvège, c'est des grandes démocraties aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas être sur cela. Mais soit, les gens donnent une tendance, c'est un peu juste une tendance. Donc à partir de là, excusez-moi, ils veulent dire que même nous au Sénégal, non, il y a des cadres qui ont dit ça, qui peuvent quand même demain gérer cette affaire-là, qui disent oui, il faut arrêter avec ces questions-là, ça il faut le gérer avec un peu de, même pour ne pas dire le terme, c'est dans la capacité qu'on peut le gérer. Mais moi j'ai dit non, ça c'est pas tenable. Moi je vois le contraire, ça veut dire que le Sénégal a un intérêt analytique par rapport à une gouvernance démocratique qui peut éviter justement la malédiction. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays qui a une tradition démocratique, entre guillemets encore, mais en tout cas de liberté, d'expression, de plusieurs types de liberté dans ce pays-là, quand même s'il y a encore des abus et des travers, on est quand même conscient de notre liberté. On est conscient que voilà, on compte comme les autres, etc. Bon, il y a quand même des marges de manœuvre, il faut l'utiliser encore pour gagner des espaces. On va venir dans un pays comme le Sénégal pour dire non, ce secteur-là, on va le gérer différemment. Il n'y aura pas de concertation, etc., parce que c'est sérieux, etc. Non, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que comment, à partir du cas du Sénégal, on peut produire un nouveau modèle de gouvernance du secteur des hydrocarbures qui peut éviter ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres États africains. Et cela veut dire que comment l'État doit changer de mentalité d'abord pour se dire que non, je n'ai pas le droit de gérer ce secteur-là par la manière que je pense être beaucoup plus efficace. Mais je dois le faire sur la base des acquis démocratiques que nous avons, c'est-à-dire du dialogue multi-acteurs, c'est-à-dire des processus de délibération que nous avons expérimentés sur pas mal d'autres choses, même dans la réforme des institutions, même si ce n'est pas allé jusqu'au bout totalement. Mais en tout cas, on peut utiliser cela pour pouvoir montrer que oui, c'est possible, surtout qu'on a dit que nous, c'est nous les ressources appartiennent aux pauvres, que ce soit géré dans la parfaite transparence et l'inclusion des populations. Et donc, c'est cela que nous pensons que le Sénégal peut aider à changer les paradigmes et ça va équilibrer cette asymétrie des rapports de force parce que ce pendant démocratique sera un argument pour nos États à mieux négocier, pour dire ah, je ne peux pas accepter ça parce que sinon mon peuple va bouger sur ceci, sur cela, parce qu'ils sont informés, etc. Donc nous pensons que c'est plutôt une opportunité analytique que nous devons exploiter à fond, mais il faut que l'État accepte de dialoguer avec son peuple sur cette question-là. Et maintenant, en arrêtant, moi je pense qu'il faut même d'ailleurs arrêter. Il faut arrêter ces contrats possibles. Parce que la base, notre cadre de référence n'est pas favorable à nous. Donc il faut arrêter. Travaillons sur ce cadre de référence. Ayons, oui, je vais terminer quand même. Excusez-moi. Je vais terminer. Ayons donc cette approche inclusive et de dialogue multipartite vers quand même un système d'intégrité qui peut nous permettre de gérer ces ressources-là au profit des populations. Et donc, je conclurai pour dire que nous avons encore le temps de nous donner les moyens d'être prêts. Mais attendons aussi d'être prêts pour nous engager à profondément dans ce secteur, parce que le paradigme actuel nous donne perdant dans ce jeu, quel que soit donc, les efforts que nous faisons pas ailleurs pour atténuer. Au lieu d'atténuer, il faut être maître soi-même donc, de l'exploitation de ces propres ressources qui nous appartiennent. Je vous remercie. Merci M. Kane pour votre exposé vraiment très riche en informations. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est que les jeunes devraient être avant-gardistes et
parce que la question des hydrocarbures nous lie sur 2 générations, 25 ans, voire même 50 ans. Et votre communication a été axée sur 3 niveaux. Vous avez parlé du contexte historique en donnant le cas de la Libye et du Qatar. Vous avez également parlé du contexte actuel avec la création des ODD et le paradigme de financement. Vous avez également parlé du cas particulier du Sénégal et donné quelques recommandations, à savoir revoir le cadre juridique et institutionnel pour aller vers l'exploitation, mais également le cadre institutionnel, car tout est fait par une seule entreprise. Vous avez également proposé la mise en place d'un dispositif de contrôle pour les flux financiers et dire qu'il faut également oser bousculer cette vision et changer les choses. Donc nous avons souci de temps et toutes ces choses seront prises dans le rapport, sont prises en compte dans le rapport. Nous allons donner la parole au deuxième intervenant, à savoir Monsieur Amadou Nour, qui va nous parler sur les questions géopolitiques. Monsieur Nour, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Directrice. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, de féliciter mon jeune frère Cheikh Ibra pour avoir organisé ce panel qui nous permet aujourd'hui d'anticiper sur un débat primordial et indispensable à une gestion optimale de nos ressources pétrolières. Et pour parler du thème, la malédiction du pétrole, pour le comprendre, il faudra étudier l'aspect géopolitique pour aller sur le vif du sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Actuellement, je pense que d'aucuns sous-estiment le débat, puisque certains pensent que le pétrole n'est plus important, et on est à l'heure où on parle des énergies renouvelables, mais je pense que c'est une erreur, d'autant plus que l'or noir, quoi qu'on puisse dire, est à la fois la principale source d'énergie actuellement, mais aussi la première marchandise commerciée de la planète. Un intérêt d'ailleurs dont témoignent aujourd'hui les grandes puissances au chevet de l'Afrique, un continent dont les réserves et la production en pétrole, si elles sont modestes, avec respectivement 7,6% et 9,3% du total mondial, n'en demeure pas moins décisive à l'époque où règne la diversification de l'approvisionnement et de la multiplication des acteurs sur ce marché tant convoité. Et parmi ces grandes puissances qui convoitisent le pétrole africain, nous avons l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et dans une moindre mesure l'Inde. Et aux yeux de ces grands ensembles et de leurs multinationales, publiques bien évidemment privées, l'Afrique représente un intérêt géopolitique majeur, particulier, notamment pour les pays d'Asie parvenus dans le marché du pétrole. Cela explique notamment leur activisme permanent sur le continent sous la forme d'accords de coopération économique, de soutien politique et militaire, jusqu'à même aller jusqu'aux interventions armées qu'ils peuvent mener dans nos territoires. C'est à cet égard qu'un célèbre professeur, Frédéric Mounier, a dit de l'Afrique qu'elle est devenue un terrain de bataille. Alors, pour commencer, je dirais que l'Afrique est un nouvel acteur dans le domaine du pétrole. Contrairement aux pays du Golfe Persique, où des découvertes d'hydrocarbures ont été faites depuis le début du XXe siècle, en Afrique, les premières découvertes du pétrole brut ont eu lieu dans les années 1950, notamment en Algérie, au Gabon, au Congo et en Angola, et dans les années 60, au Nigeria, dans le delta du Niger et en Libye. De ce fait, l'exploitation du pétrole africain est relativement récente par rapport aux autres grandes zones que j'ai citées, à savoir l'espace russe, les États-Unis ou le Moyen-Orient. Et c'est véritablement
depuis le choc pétrolier de 1973, que l'Afrique est devenue un continent exportateur, venant ainsi concurrencer le Moyen-Orient. Et ce n'est qu'à partir de 1980 que débute l'exploration pétrolière offshore. Et actuellement, on peut dire que 2 zones concentrent l'essentiel des ressources de la production brute africaine. D'une part, nous avons le golfe de Guinée, avec un producteur majeur, à savoir le Nigeria, et d'autres producteurs significatifs comme l'Angola, le Ghana, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui est un producteur récent, mais quand même en plein développement. D'autre part, nous avons l'Afrique du Nord, qui comprend 2 géants pétroliers, à savoir l'Algérie et la Libye. Je pense que je vais parler sur le cas de la Libye au cours de mon intervention. Et il y a un poids moins, l'Égypte. L'Égypte n'est pas un grand producteur de pétrole, mais il est stratégique en termes d'acheminement avec le canal de Suez qui se trouve dans son territoire. Enfin, nous avons d'autres nouveaux producteurs, à savoir le Tchad, le Soudan et dans une moindre mesure la Tunisie. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique est un champ de pétrole modeste mais très stratégique. Et pour 4 raisons. D'abord, premièrement, depuis 2000, presque 1/3 des découvertes de nouveaux gisements de pétrole ont été faites en Afrique. Et les gisements offshore africains représentent aujourd'hui 1/3 des gisements mondiaux découverts jusqu'à présent. Deuxième élément, c'est que le pétrole africain est intéressant à plus d'un titre. C'est un pétrole de bonne qualité, avec des coûts d'exploitation compétitifs. Il est en outre largement destiné à l'exportation à 90%, dans un continent qui en consomme finalement peu. Par ailleurs, ce qui explique cela, troisième élément, c'est la fin de la décennie du chaos et le retour relatif à la stabilité sur le continent, qui ont permis la découverte et l'exploitation de nombreux gisements. Ainsi, le Tchad est devenu producteur de pétrole en 2003, la Mauritanie en 2006, le Ghana en 2010 et le Niger en 2011. Enfin, quatrième élément, c'est cette dépendance de plus en plus accrue des grandes puissances au pétrole africain. À ce titre, à titre d'exemple, nous pouvons citer la France, qui importe 36,4% de son pétrole d'Afrique, les États-Unis 20%, la Chine 30%. Et prenons ces 3 puissances et étudions-les cas par cas. D'abord, pour le cas de la France, vous savez, la France bénéficie d'un ancrage historique en Afrique avec son ancienne compagnie d'État Elf, qui a véritablement servi les intérêts français autour du pétrole africain. Ainsi, la compagnie avait bénéficié de l'exclusivité de l'exploitation pétrolière dans 3 pays africains, à savoir le Gabon, le Congo et au Cameroun. Certes, Elf n'existe plus, mais il n'en reste pas moins que Total a récupéré tout l'acquis d'Elf, qui représente aujourd'hui 30% de sa production. Quant aux États-Unis, au regard de la France, les États-Unis sont des nouveaux venus plutôt sur le marché africain. Et c'est depuis le choc pétrolier de 1973 que les États-Unis ont cherché à diversifier leurs ressources en pétrole pour diminuer leur dépendance au golfe Persique. Et de ce point de vue, des accords ont été signés, notamment l'AGOA, signé en 2000 sous la présidence de Bill Clinton. Cet accord participe d'une stratégie globale d'implantation des États-Unis sur le continent africain. Cet accord a été adopté en 2000 et renouvelé en 2015 sous la présidence Obama. Elle permet à une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne, y compris le Sénégal, de bénéficier d'un meilleur accès au marché américain pour certains de leurs produits, notamment des produits textiles, en les exemptant de droits de douane et contre un large accès
aux ressources pétrolières, notamment dans le golfe de Guinée. Quant à la Chine, aussi à l'image des États-Unis, et vous le savez, la Chine est devenue depuis 2010 le premier consommateur énergétique mondial. Et elle a développé ce qu'on appelle une diplomatie de ressources, c'est-à-dire elle fait des prêts aux pays africains, des remises de dettes, des constructions d'infrastructures, en échange à un accès privilégié à ces entreprises aux ressources pétrolières africaines. Et la coopération avec la Chine a véritablement démarré en 2000, comme la GOA, avec la constitution du Forum de coopération sino-africaine. Ainsi, en 2004, le président chinois a visité 3 pays producteurs de pétrole. Il s'agit de l'Algérie, d'ailleurs c'était sa première visite en Afrique. Il s'agit de l'Égypte, de l'Algérie et du Gabon. Et au Gabon, il a signé à l'époque, avec le président d'alors, Omar Bongo, des accords sur la prospection et l'exploitation pétrolière. Et maintenant, au moment où je vous parle, Pékin est devenu le 3e acheteur du pétrole gabonais, derrière bien évidemment les États-Unis et la France. Donc, l'intérêt de ces grandes puissances pour le pétrole africain explique aujourd'hui la présence de multitudes de leurs compagnies en Afrique. Si je prends le cas du Sénégal, on parle de près de 11 compagnies étrangères qui sont actuellement en quête de contrat ou bien qui détiennent actuellement des licences. Et ces multinationales se livrent d'une lutte sans merci entre opérateurs de différents pays. Prenez l'exemple de la République démocratique du Congo, qui est actuellement le 4e exportateur d'Afrique subsaharienne. L'exploitation de son pétrole a commencé en 1957 avec le groupe ELF, qui avait l'exclusivité. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé et de nouvelles petites compagnies sont venues prendre la relève. Il s'agit actuellement de l'italien Eni, qui est le premier producteur du pays, qui est rejoint plus tard par d'autres compagnies comme l'américain Chevron, ExxonMobil et la compagnie chinoise Sinopec. Mais ce qui est intéressant est que cette rivalité ne concerne pas seulement des compagnies étrangères, mais aussi ça peut concerner des compagnies étrangères et des compagnies nationales. Et l'exemple du Gabon est intéressant. Vous savez, début 2010, le gouvernement gabonais a créé Gabon Oil Company, dont la vocation consiste à développer les participations de l'État gabonais dans le secteur pétrolier. Et son objectif principal était de reprendre en fait la main sur des concessions accordées à des compagnies étrangères. Et comme en témoigne la querelle de 2013 autour du champ prolifère de Obengé. En fait, cette querelle en 2013 a opposé l'État gabonais à Adax. Adax qui gérait ce champ. Et en fait, Adax a été racheté par une compagnie chinoise en 2009. Or, en 2013, le gouvernement gabonais décide de ne pas renouveler sa concession à Adax sous prétexte de non-paiement d'Adax de redevance. Et l'épisode donne lieu à un bras de fer entre l'État gabonais et Adax, bien évidemment en arrière-plan l'État chinois. Finalement, les deux parties parviennent à un accord en 2014 contre paiement d'une indemnité transactionnelle par Adax. Et malheureusement, le dernier mot revient toujours aux compagnies étrangères, puisque Adax finalement a conservé l'exploitation du champ de Obengé. Et ce bras de fer qui oppose souvent nos États à ces compagnies étrangères peut aller plus loin qu'on l'imagine. Vous avez certainement entendu parler de ELF et de son influence sur le continent africain, à tel point que son DG, entre 1989 et 1993, Loïc Lefroche dit, je cite, « Il ne se passe rien dans les pays pétroliers, en particulier en Afrique,
dont l'origine ne soit pas elle. Ils ont renversé des présidents, ils ont financé des conflits. C'est vrai que nous ne disons pas que le pétrole explique à lui seul certains conflits africains, mais quand même il faut dire qu'il est manifestement l'une des composantes qui explique l'activisme des grandes puissances aujourd'hui sur le continent. Et la Libye en offre un exemple. Tout à l'heure, monsieur parlait du cas de la Libye. Vous savez, avant la chute de Kadhafi, de grands groupes pétroliers étaient présents en Libye. Outre la compagnie nationale, la National Oil Corporation, il y avait le français Total, il y avait le britannique BP, il y avait l'italien Eni qui est présent aussi au Congo, il y a l'anglo-hollandais Shell, il y a le russe Gazprom ou encore le chinois CNPC. Et donc en 2011, en pleine crise, au moment où se profile une intervention occidentale dans le cadre de l'OTAN, le Conseil national de transition annonce qu'en cas d'intervention de l'OTAN dirigée par la France, il accorderait en quelque sorte une récompense 35% du pétrole libyen à Total. Et je vous rappelle, avant l'intervention, Total ne détenait que 2% du pétrole libyen. Et finalement, cette intervention aura lieu sous l'impulsion, bien sûr, de la France qui a rédigé le projet de cette fameuse résolution de 1973. Et depuis lors, même si la production de brut a fortement chuté dans ce pays, il n'en reste pas moins que Total a eu le premier permis d'exploitation du pétrole libyen post-conflit. Donc, par conséquent, quoi qu'on puisse dire, l'intérêt de la France à intervenir, outre la question des droits de l'homme, est évident. Parce que la Libye est actuellement la quatrième source d'approvisionnement de la France, derrière le Moyen-Orient, la Russie et même devant l'Arabie Saoudite. Donc, partant de ces constats, quelles leçons nous pouvons en tirer pour le cas spécifique du Sénégal? Toute la question aujourd'hui pour le cas du Sénégal est de savoir si le pétrole peut devenir un levier de développement pour notre pays. Jusque-là, il a plutôt été une malédiction, pour reprendre le thème, pour la plupart des pays exportateurs en Afrique. Jean-Marie Chevalier, qui est professeur à Paris Dauphine et spécialiste sur les questions énergétiques, notait en 2008 que, je cite, l'or noir en Afrique a bouleversé la structure des économies et bloqué le développement d'autres activités d'exportation, alimenter le clientélisme, la corruption, la bureaucratie et ne pas profiter vraiment aux populations. Donc, ce sont autant d'effets pervers liés à cette ressource stratégique que constitue le pétrole africain. Et de façon générale, en Afrique, la population est souvent laissée pour compte de la croissance. Et l'exemple le plus frappant à cet égard est celui du Nigeria, avec environ 2 millions de barils par jour. Le pays est le premier producteur de pétrole africain et 11e au rang mondial. Et pourtant, il se place au 153e rang mondial en IDH, derrière la Tanzanie, qui exporte que de l'or et des produits agricoles. Donc, bien entendu, le pétrole doit devenir une locomotive pour notre économie si on veut s'en sortir. Et je vais vous donner quelques exemples de réussite en Afrique. D'abord l'Angola, par exemple. L'exploitation pétrolière en Angola a favorisé un boom économique fulgurant du pays. Et le pays est désormais le deuxième producteur derrière le Nigeria, avec 1,6 million de barils produits par jour. Et la rente pétrolière aujourd'hui représente 50% de son PIB. Donc, l'Angola a connu une croissance de 4,5%. Vous avez tout à l'heure parlé de cette croissance. Ainsi, l'Angola, qui est devenue actuellement la 5e puissance africaine, attire de grands investissements, de grands investisseurs. Et un autre exemple, c'est le Niger. Le Niger, vous le savez, qui est stratégique non pas pour son pétrole, mais pour son uranium,
mais il est récemment entré dans le club des pays africains producteurs de pétrole avec l'ouverture en 2011 de la raffinerie d'Agadem, dont le capital est détenu à 40% par la compagnie d'État et à 60% par la compagnie chinoise CNPC. Certes, la production dans ce pays est moins élevée que son voisin nigérian, mais elle a permis quand même une croissance forte de l'ordre de 7% en 2014, et sur laquelle actuellement le pouvoir nigérien espère construire une politique de développement. Donc, pour revenir sur le cas du Sénégal, tout l'enjeu aujourd'hui, pour le Sénégal qui est futur producteur de pétrole, est de trouver les voies d'une croissance inclusive, profitant à l'économie, mais aussi, surtout, aux populations, et éviter d'apprivoiser les appétits géopolitiques des grandes puissances. Pour cela, il faut lever plusieurs hypothèques. S'attaquer à la corruption, mais aussi obtenir de meilleures conditions d'exploitation de l'or noir. Et c'est une piste qu'emprunter le Ghana. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Ghana. Ce petit pays producteur de pétrole depuis 1980 a changé de visage depuis 2007 avec la découverte du gisement de Jubilé par la compagnie britannique TLOS. TLOS qui a fait un débat au Sénégal. TLOS qui a été privé d'une licence au profil de Petrotim. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais c'est une compagnie qu'on connaît bien au Sénégal. Donc, le Ghana a cherché à développer une stratégie originale pour éviter de dépendre de la géopolitique des grandes puissances et d'être maître de ses ressources pétrolières. Raison pour laquelle sa compagnie nationale, la Ghana National Petroleum Company, créée en 1983, a régulé l'exploitation des gisements en les découpant par blocs. Je pense même que c'est ce qu'on a fait aussi au Sénégal. Et en vendant les contrats d'exploitation à des partenaires étrangers qui sont des petites entreprises et non des géants, tels que le britannique TLOS et l'américain Cosmos Energy, d'ailleurs qui détient des licences aussi au Sénégal. Et l'avantage pour le cas du Ghana, c'est que ces licences garantissent non seulement à Accra des royalties importantes, mais d'autre part l'emploi de la population locale. Là où bien évidemment les grandes compagnies, quand elles viennent, quand elles arrivent en Afrique, elles viennent souvent avec leur personnel. Du coup, elles n'emploient pas la population locale. Donc il s'agit d'une stratégie quand même intelligente qui évite à l'État ghanéen d'être victime des maux habituels de la prédation du pétrole. C'est pour cela d'ailleurs que le Sénégal a envoyé une mission de travail au Ghana pour s'inspirer du système ghanéen. Et sans plus tarder, pour conclure et ne pas monopoliser la parole, je posais la question à savoir quel est l'avenir pour le pétrole sénégalais. Vous savez, le pétrole pourrait constituer une véritable aubaine pour le Sénégal. Toutefois, il subsistera de nombreux défis à relever. D'abord, gérer le partage de la rente pétrolière, faire du pétrole un véritable moteur de développement pour la population, diversifier surtout notre économie pour éviter la dépendance au secteur pétrolier, sont autant de défis auxquels notre pays doit faire face si elle veut maîtriser cette ressource tant convoitée. Cependant, sans nul doute que le chemin est encore long et le pétrole africain et le pétrole sénégalais ne sera exploité qu'avant 2020. Mais il faut noter que actuellement l'effondrement du brut constaté depuis 2015 ne garantit pas quand même un avenir glorieux pour les pays producteurs et notamment à économie faible comme les nôtres. Raison pour laquelle d'ailleurs le professeur Jean-Didier Bokungu, qui est coordinateur de la rédaction de la revue géopolitique africaine,
affirme dans un article que, je cite, l'instabilité internationale qu'engendrent les cours du pétrole ne peut être que préjudiciable à l'émergence de l'Afrique. Et donc, reste à savoir si l'Afrique... C'était la première partie. Je propose qu'on ouvre une première liste qui va nous parler de la malédiction, l'engagement citoyen. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc aux organisateurs, en particulier à Bailoba, de m'avoir associé aux panélistes là pour intervenir donc, dans un débat qui est très riche déjà, mais qui montre que dirige le professeur Sambatiam et qui m'a demandé de vous transmettre donc, son salut. La question des droits de l'homme dans les débats concernant donc, le pétrole, et je dirais plus largement les ressources extractives, est très importante et quelque peu occultée au profit d'une démarche beaucoup plus économiciste que je dis, comme je dis, et de financiarisation. La question de la malédiction des ressources extractives, c'est un vieux sujet. Ayant travaillé sur les ressources minières, en particulier au Mali, dans la région de Caille, montre qu'effectivement, ces questions elles sont très importantes et que les populations en particulier sont très très mal menées. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe dans la région de Caille, au sud du Mali, on voit que les populations n'ont bientôt plus aujourd'hui d'espace pour vivre. Elles n'ont même plus de terrain pour construire une école, pour construire un centre de santé. Je ne reviendrai pas ici dans cette réflexion sur des aspects donc plus, comment dirais-je, de financiarisation, mais vous le savez bien, nous sommes dans un système économique-politique mondial qui relève bien sûr du capitalisme mondialisé qui est en crise. Et ce capitalisme, il a besoin aussi d'exploiter malheureusement les populations pour vivre. Et M. Kahn en a donné quelques images, alors peut-être sous d'autres formes, mais c'est un système qui ne reconnaît pas les femmes et les hommes, et ça c'est très problématique dans nos sociétés. C'est un système qui détruit aussi les écosystèmes, et bien sûr qui détruit en même temps les êtres humains. On a d'un côté des femmes et des hommes en souffrance, ça a été indiqué tout à l'heure, qui ne disposent pas bien sûr de la connaissance suffisante, et je voudrais saluer donc votre mouvement qui a pour origine Nelson Mandela et qui lui a beaucoup mis en avant que l'éducation était là une arme importante pour le devenir des populations. Donc, des populations qui ne disposent pas de l'éducation, qui ne disposent pas de la connaissance des outils et des moyens d'action, malheureusement. Il y a une expression publique aussi qui peut-être est trop vague aujourd'hui. Donc, il y a une radicalité qui n'offre pas suffisamment d'espoir humain. Et malgré la présence de groupes de jeunes, que ce soit sur le territoire sénégalais, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, etc., qui refusent un certain nombre de dictats politiques qui viennent et qui s'investissent beaucoup pour un renouveau de la société. Et puis on a un gouvernement, des gouvernements qui n'agissent pas suffisamment en profondeur pour transformer justement ces richesses en progrès social. Alors, on le voit quand on parle de la question des droits de l'homme, quand on parle de la culture de paix, ce sont des dimensions qui sont insuffisamment présentes dans le débat aujourd'hui, même si c'est abordé par un certain nombre d'organisations. On l'a vu tout à l'heure avec le représentant d'Oxfam, le comité sénégalais des droits de l'homme qui fait un travail important, on l'a vu au niveau de ENDA et bien d'autres organisations qui abordent bien entendu la question des droits de l'homme. Et je me souviens avoir assisté, ça va faire 1 an et demi ou 2 ans au Terroubi, à une restitution d'un travail fait à Matam par Enda Alif, qui était très riche, puisqu'un journaliste, lui, avait fait un travail de proximité en allant interviewer les populations sur ce qu'elles attendaient au niveau de l'exploitation des mines de phosphate dans cette région de Matam. Alors je lis un petit peu pétrole, gaz, mines, etc., parce que nous considérons que les ressources extractives sont un ensemble du point de vue politique et du point de vue des réformes
peut-être à conduire au sein du Sénégal. Réformes qui ont été évoquées, ça doit faire 2 mois aujourd'hui, sensiblement, je crois, au Conseil économique et social et environnemental, ici à Dakar, où la question pétrolière et gazière a été à l'ordre du jour pendant 4 séances exactement. Voilà. Et il y a des communications très riches, très intéressantes qui ont été faites à ce moment-là. Alors, je le disais tout à l'heure, les lignes de résistance, elles sont assez nombreuses. Et je pense qu'il faut comprendre l'ensemble des revendications qui sont bien légitimes. Et très souvent, il y a cette absence de concertation en amont. Aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure dans une intervention précédente, en particulier par M. Kahn, je crois, c'est comment associer la population, au travers d'un certain nombre d'organismes, aux débats qui ont lieu aujourd'hui avant l'exploitation, du moins avant la mise en exploitation des ressources pétrolières, gazières, etc. Il y a déjà des recherches, donc des permis de recherche qui ont été accordés. Comment la population a-t-elle été associée à la délivrance de ces permis de recherche? Ça nous semble très important parce que, y compris au moment des recherches, il y a l'utilisation, par exemple, de l'espace foncier. Et on sait qu'en général, ce sont des populations qui vont en pâtir dès lors qu'elles n'ont pas été consultées. Se pose bien entendu un certain nombre de questions au travers des aspects de santé environnementale, par exemple. Il y a des déchets qui sont produits par les mines, par le pétrole, le gaz, qui viennent polluer les sols, etc. Ce sont les animaux qui mangent l'herbe, etc. Et ensuite les populations qui mangent la viande, qui seront infectées. Mais ce sont aussi des nappes phréatiques, aujourd'hui, qui sont polluées, etc. Et malheureusement, au Sénégal, nous n'avons pas, vous le savez aussi bien que moi, de recherche suffisante en santé environnementale. Et donc c'est un secteur qui me paraît être à développer. Donc c'est la gestion des déchets, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, l'absence de retour de financement suffisant pour des investissements publics locaux. La question donc du bien-être des populations, elle se pose. Elle se pose avec une grande acuité pour répondre justement et satisfaire des besoins vitaux, la création, la modernisation de services publics locaux. Donc tout cela, c'est vécu comme étant insurmontable. Donc on parle souvent de malédiction. Moi, je pense que ces ressources, pétrole, gaz, etc., doivent, au-delà de la question qui peut être posée, est-ce qu'il est utile aujourd'hui d'aller vers des exploitations de pétrole, compte tenu de ce que représente le pétrole en termes de pollution environnementale? On a une COP21, une COP22 qui montrent toutes les conséquences, justement, de l'exploitation de ces produits-là. Mais dans le même temps, ça peut être un atout du développement économique et du Sénégal et de l'Afrique. Alors, pourquoi pas? Néanmoins, aujourd'hui, la voie elle est bien engagée pour que ces exploitations se déroulent à partir, on va dire, de 2019-2020, avec les premiers barils qui pourraient peut-être arriver sur le marché. Cette question de la gestion des ressources extractives, elle est trop enseignée et vécue, je l'ai dit tout à l'heure, sous l'angle économiciste et l'angle de la financiarisation. Avec la création de sources de profit, bien entendu, qui vont alimenter non pas les besoins des populations, mais beaucoup plus des lieux de la finance internationale. Donc pour que ces ressources deviennent un moyen d'émancipation, de réponse au progrès social, en tant que militant des droits de l'homme, de la culture de paix, etc., je pense qu'il faut parler d'éducation, il faut parler de formation. Comment former à des métiers qui vont être nouveaux pour la jeunesse que vous êtes? Des métiers hybrides, à côté de ces métiers beaucoup plus techniques, techniques économiques, techniques financières, techniques de l'exploitation. Mais on a besoin de métiers dans le domaine de la médiation. Donc, je fais partie d'un groupe qui travaille justement à cette transdisciplinarité, de façon à ce qu'on puisse prendre en considération, pour l'exploitation du pétrole, du gaz, etc., un certain nombre de problématiques.
Et quand nous regardons les textes internationaux qui existent, basés sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, eh bien, nous voyons qu'il existe, par exemple, je cite, le pacte global de l'ONU, le pacte global pour le droit des affaires, pour le droit de l'entreprise, qui, lui, prévoit d'associer les populations et les travailleurs, en prenant ce que je viens de dire, les droits de l'homme, la Charte africaine, etc., mais aussi la déclaration de l'Organisation internationale du travail et sur les droits fondamentaux du travail. Ce pacte parle également de prendre en compte les questions environnementales, le sommet de Rio, les objectifs du développement durable, etc. Mais parle aussi de prendre en considération la Convention internationale contre la corruption. Ça, au niveau des entreprises et au niveau des États. Et on rejoint quelque part la responsabilité sociale environnementale que devraient mettre en place les entreprises. Sauf que ce sont des outils, des moyens, etc., qui ne sont peut-être pas adaptables dans les cultures africaines en l'état. Donc il y a besoin de retravailler ces concepts-là et de les adapter, selon nous, pour garantir, comment dirais-je, la stabilité, pour garantir le vivre ensemble, que ce soit au niveau des collectivités où seront exploités le gaz, le pétrole, etc., le mine, mais aussi au sein des entreprises. Donc ce pacte mondial de l'ONU pour les affaires et les entreprises doit être, à mon avis, mieux connu, mieux enseigné. Ça a été évoqué tout à l'heure, les questions du droit ne sont peut-être pas suffisantes, ne sont peut-être pas suffisamment prises en compte par la Constitution sénégalaise et dans les textes actuels. C'est pour cette raison qu'il existe des groupes de réflexion pour intégrer aux questions pétrolières gazières une refonte peut-être de la Constitution et du droit des affaires, du droit maritime, du droit du transport, transport routier, transport ferroviaire, transport aérien, transport, etc. Mais aussi toutes les questions environnementales. La préservation, par exemple, des zones halieutiques. Et j'en passe. Donc ce sont des réflexions qui doivent être conduites. Ce qui pose bien sûr des questions et des réponses possibles, non exhaustives, bien entendu. Quels sont les outils de compréhension qui pourraient être mis en place dès maintenant en termes de gestion et de médiation de conflits? Quelle formation dispenser pour la gestion et la médiation des conflits, se situant dans le cadre de l'éducation, peut-être que je vais appeler populaire, de l'éducation formelle et informelle. Il faut réfléchir à tous ces aspects-là. Mais c'est aussi, compte tenu que dans le cadre de l'exploitation de ces ressources, mais aussi de la recherche qui se poursuit, quelles sont les formations diplômantes qui pourraient être transdisciplinaires, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour former des jeunes à de nouveaux métiers, métiers hybrides, comme j'appelle, qui sortent du champ classique, donc de l'économie de la financiarisation. Et nous pensons qu'il y a lieu d'être concret et pratique pour éduquer dès le plus jeune âge, conscientiser et préparer la jeunesse pour être opérationnelle, comme M. Kahn l'a dit tout à l'heure, qui pourra se projeter dans un avenir vers 2030, 2040, 2050, parce que nous travaillons pour les 25 prochaines années, 30 prochaines années, etc. Voilà. La question qui est posée aussi dans le cadre d'une certaine citoyenneté, dirais-je, c'est comment conduire des interventions auprès de l'État et des collectivités locales pour convaincre et faire accepter la mise en place donc de cette responsabilité sociale des entreprises. Quand le pétrole sera exploité, il y aura du transport de marchandises, transport de pétrole. Alors le pétrole, c'est pas ce que l'on a dans les bouteilles, vous savez bien, c'est un produit visqueux, etc., qui génère aussi de l'insécurité à un moment donné pour les populations. Donc il faut préserver les populations en cas d'accident grave. Et c'est ce que disait M. Kahn tout à l'heure. Comment intégrer
dans les réflexions d'aujourd'hui l'ensemble de ces problématiques en termes de risque. Je pense que la question de risque ne fait pas partie de nos cultures. Il faut l'intégrer. Il ne s'agit pas seulement de parler du risque financier, etc., mais du risque pour les populations. Il me semble qu'ici, au Sénégal, vous avez eu un très grave accident, voilà, 30 ans avec un camion qui a explosé, un camion de pétrole, d'essence, je crois, qui a explosé, avec des conséquences dramatiques. Quels sont les enseignements qui ont été tirés et par l'État et par les populations pour éviter que ça se reproduise? On a tous les jours, en Afrique, des bombes roulantes. Quelles sont les mesures qui seront prises, justement, y compris en termes de citoyenneté, avec les collectivités locales pour répondre à ces préoccupations? Donc ça pose aussi la question de l'organisation de la population sur le terrain, au travers des associations, etc., des associations citoyennes. Je voudrais aussi aborder une question, un sujet, c'est comment former les femmes au métier de demain, dans le milieu des hydrocarbures. Donc il existe aussi aujourd'hui une association qui s'appelle Women and Mining, qui mène une bonne réflexion sur le sujet. Je pense qu'au niveau des métiers du pétrole et du gaz, les femmes ont toute leur place, y compris dans les process de production. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés en termes de citoyenneté, à partir donc, de la Déclaration des droits de l'homme, à partir des textes de l'ONU. Et je pense que là, il y a beaucoup d'éducation et de formation à développer. Le travail qui est engagé déjà depuis quelque temps ici au Sénégal sur les aspects pétroliers, etc., c'est un travail de fond qui doit s'inscrire dans la durabilité. À savoir que pour beaucoup, il faudrait des réponses immédiates. Mais sur des sujets de cette nature-là, on ne peut pas avoir des réponses pour demain. Donc c'est un travail de long terme qui pose les enjeux, bien sûr, de cette citoyenneté active au quotidien, du travail comme de la vie personnelle et collective, pour construire justement ces possibles nouveaux. Et ce sont des aspects qui sont incontournables. Toutes ces réflexions se construisent autour du monde, d'un nouveau monde dont nous rêvons tous. Comment penser et agir dans la complexité de ce monde. C'est vrai que pour comprendre la complexité, il faut parfois regarder avec une certaine simplicité, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais ce mythe de l'impuissance, ce mythe, mais aussi cette réalité de la malédiction, peut être aujourd'hui battu en brèche dès lors que ces aspects-là sont pris dès maintenant. Donc, la question de l'éducation aux droits de l'homme, à la culture de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de cette éducation formelle et informelle, doit permettre de former le citoyen du XXIe siècle, en s'appuyant donc sur les orientations de l'UNESCO, de l'OIT, etc., en prenant bien sûr les réalités culturelles, locales, les réalités sur la sécurité aujourd'hui, sécurité liée à un certain nombre de faits dans les pays voisins, etc., qui interrogent bien sûr le Sénégal qui est un pays aujourd'hui que l'on peut considérer en sécurité par rapport aux pays environnants. Comment donc prendre en considération les questions de santé au travail, santé environnementale, etc. Alors, nous pensons que la question des hydrocarbures, des mines, etc., des ressources extractives, elles peuvent bénéficier aux populations en favorisant le développement du pays, du continent, dans un cadre bien sûr ouvert, dans un cadre mondial très ouvert. Il faut être conscient des enjeux internationaux, comme ça a été dit tout à l'heure, sur les aspects de géopolitique, où la voracité des uns a pris le pas, bien sûr, sur les besoins vitaux d'une majorité. Et tout cela nécessite un engagement, un grand engagement, pour agir et construire, bien sûr sans occulter les autres champs de conflictualité politique fortes qui conduisent trop souvent à des guerres et à des famines. Et on peut trouver dans les hydrocarbures, dans les mines, etc., beaucoup d'aspects très positifs
pour combattre ce qui s'appelle, ce que nous appelons trop souvent, des fléaux, très hypocritement, mais qui correspondent à des réalités d'un système qui est en crise aujourd'hui. Donc cette promotion des droits de l'homme, cette culture de paix, de non-violence, dans toute situation, est un levier d'action et d'initiatives concrètes pouvant réduire l'idée de malédiction. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, de façon à ce qu'on puisse avoir un temps de réflexion. Merci. Merci, Monsieur Vermelot. Votre communication est vraiment très riche et axée sur les questions de droits humains. Et qui parle de droits humains parle de citoyenneté, de la protection de l'environnement et de la santé. Vous avez également insisté sur la formation, la culture de la paix, parce qu'on remarque que dans les zones d'exploitation, il permet d'avoir une population jeune et vous pouvez aussi porter ce combat. Donc, merci pour l'organisation. Bonjour, chers amis, frères, cher Ibra. C'est toujours un immense plaisir pour moi de te retrouver. Et surtout dans le combat que nous menons tous. Je réponds au nom de Khidir Mohamed Saleh. Je suis président du mouvement des panafricains. Alors, je suis venu à ces panels-là sur invitation de mon ami et frère et membre aussi du mouvement des jeunes madibalistes. Alors, je salue d'abord l'assistance et je salue aussi les panélistes pour la pertinence véritablement de leur discours de tout à l'heure. Nous avons beaucoup apprécié, nous avons appris beaucoup de choses et surtout je salue aussi en tout cas la présence de mon professeur, le professeur Jean Didier, qui est avec nous à la fac au niveau de l'IDHP et qui intervient toujours en tout cas sur toutes les questions relatives aux droits humains et surtout en tout cas le droit à l'environnement, etc. Alors, pour ce matin, j'avais relevé quelques questions qui vont à l'endroit de tous les panélistes. Je vais commencer par le doyen, je vais commencer par notre cher professeur Jean Didier. Alors, professeur, j'aimerais juste savoir aujourd'hui comment l'État du Sénégal, dans le cadre de l'exploitation pétrolière, intègre les droits humains. Parce que souvent, lorsqu'on parle de pétrole, il y a des impacts directs sur les droits humains des populations. Est-ce que véritablement le Sénégal s'est préparé aujourd'hui, en allant vers l'exploitation de ces pétroles-là, à faire attention surtout aux droits des... La première, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, changer de paradigme. Il faut un paradigme basé sur les intérêts des peuples, c'est-à-dire des nations. Parce que quand on dit nation, on intègre les nations futures. Il faut un paradigme basé sur les intérêts de la nation. Ça veut dire que maintenant, il faut réfléchir entre nous, Sénégalais, en mettant en perspective l'avenir. C'est quoi nos intérêts? Que ce soit notre cadre de référence, avant de parler à qui que ce soit. Si vous ne le faites pas, vous allez travailler sur la base de cadre de référence que les autres vous ont imposé et forcément vous partez perdant. Donc pour moi, la stratégie, c'est d'abord ça. Qu'on dise que voilà ce que veut notre peuple. Et c'est sur cette base-là qu'on va négocier. Maintenant, l'autre versant qui est important, c'est ça rejoint nos engagements à nous tous. Mais l'exploitation des ressources doit se faire dans une perspective d'intégration africaine. Et un petit Sénégal ne peut pas faire face à tous ces enjeux et menaces qui sont liés à cela. Le problème du Tchad,